question où on parle un peu de créativité? On n'aura pas le temps de créer grand-chose là-dessus. Je voudrais clarifier. On va peut-être faire un parler, petit bout quand même. C'est évident que la volonté, on va y revenir au cours de l'année, puis la créativité, on va y revenir surtout au cours de 95, peut-être, en tout cas, un peu plus tard. Un peu plus tard. Oui, OK. Moi, quelque chose que j'ai toujours pensé par rapport à la créativité, c'était d'exprimer des idées. Quand on parlait d'affairisation, de l'utopisation, je pensais que c'est ça la créativité. C'est-à-dire d'émettre des idées sans vraiment vouloir les retenir, porter attention, se permettre de les dire. Et puis là-dedans, il y en a une qui sort. C'est la communication. Alors, qu'est-ce que la créativité? La vraie. La créativité, c'est être capable de faire du neuf avec du neuf. On dirait bibliquement être capable de faire quelque chose à partir de rien. Alors ça, c'est de la créativité. Voilà. Alors, c'est pas parce que tu parles que tu fais de la créativité. Mm-hmm. Si tu fais bouger quelque chose, c'est pas de la créativité. Si tu transformes de l'eau en vin, c'est pas de la créativité. Si tu transformes du rien en vin, c'est de la créativité. Ça se fait juste par la parole? Non, mais le verbe aide énormément. Mais ça se fait. Tu as besoin de, puis c'est là, ça se fait. C'est compliqué à expliquer. C'est pour ça que je vais revenir plus tard, dans quelques années. Quelques subtilités plus loin. Mais c'est ça, oui. Quelques sont peut-être rendus au moins à la molécule. Au moins avoir fait un peu de choses, un peu volontairement. Bon, la créativité, c'est très intéressant. J'aimerais qu'on en parle parce que c'est trippant, mais... Non, mais s'il n'y a rien à dire... il y a plein à dire, mais ça va servir à quoi? C'est ça. L'humain a de la difficulté déjà à recevoir du savoir. On vient de parler un peu de la volonté, puis encore là, avant que ce soit appliqué, puis tu te poses quelque chose en la créativité. Ouais. C'est peut-être une question La créative. créativité, c'est que tu rends matériel l'intelligence. Mais pas tu manipules la matière avec l'intelligence. Ça, ce sont des expressions secondaires ça, du savoir. Puis de la volonté. La volonté, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va obliger la matière à changer. Mais tu transformes toujours du vieux pour en faire du neuf. Comme un miracle, tu crées quelque chose... Non, un miracle complet. Le miracle, c'est seulement quand tu transformes des choses. La moitié. C'est un miracle. Mm-hmm. Mais un miracle complet, c'est ça. C'est pas la moitié, c'est pas un miracle. Ça, c'est de la créativité. La créativité, c'est... Est-ce que c'est déjà arrivé, ça planète de la créativité? Oui? Qu'est-ce que tu fais là? Moi, c'est à partir du vieux, mais... Oui, puis l'autre, il est parti de où? Bon, ben, la création, d'abord, c'est de la créativité. Là, le premier... On appelle ça la création, pourquoi? Non, c'est une création. Oui, mais... le premier élément de la création, ça a été de la créativité, parce que c'est parti à partir de rien. Évident. Ah, on dit des choses, c'est intéressant. Ah oui, on en revient à dire, créer quelque chose de neuf avec rien. Avec rien. Hein? Ça a de l'allure, hein? Mm-hmm. Bon, c'est ce qu'on a dit. On passe aux questions. Oui, c'est ça. Suivre une cure pour arrêter de fumer, peut-elle faire accélérer la venue de la volonté et faire en sorte que ce soit efficace? Non, ça peut faire arrêter de fumer, par exemple. Par quel mécanisme la résistance de l'ego se dissout-elle après quelque temps quand elle est découverte par la technique du fasciolata? Bon, simplement que l'ego se voit informé et la majorité des parties de l'ego qui travaillent contre, parce que les égos, c'est comme les humains, ça travaille tous l'un contre l'autre, les parties d'ego aussi. Et lorsque la majorité de l'ego est informée des faiblesses ou des handicaps de la partie qui est révélée, ces parties-là vont s'arranger pour progressivement réinformer, donc finalement, disons, annihiler la puissance de l'autre. Et en plus, ce qui arrive, c'est que quand le mental est au courant que telle faiblesse dans l'ego, maintenant qu'on l'a révélé avec le fasciolata, quand le mental est au courant, ça vient de créer un canal entre le mental et cette partie-là de l'ego. Ce qui fait que maintenant, quand on va intelligencer, au fur et à mesure du déroulement des événements de la vie, l'énergie va descendre dans le canal directement sur la partie de l'ego qui nuisait, parce que maintenant, elle est repérée. On sait c'est laquelle. Avant, elle est... On tape dans l'ego. C'est une cellule cancéreuse. On donne des coups de laser un peu partout. On peut-être finir par la toucher maintenant. Tandis que là, on sait où elle est. Alors, on n'a pas besoin d'avoir plus de laser. On tire à bonne place, ça règle le problème. Or, le fasciolata permet ça. Quelqu'un qui fait une suggestion ici. Au lieu de subtilisation, est-ce la subtilation? Non. Pas rapport.
C'est subtil, mais c'est pas ça. C'est subtil. Le terme est un mélange de sublimation et de subtilisation. Alors, on peut s'amuser beaucoup, mais à un moment donné, je vais trouver le terme qui va être agréable à l'oreille. Parce que la sublimation, c'est presque ça, mais il manque encore une petite chose. Comment la colère mentale peut aider dans le processus de volonté, de premièrement descendre d'intelligence, puis d'arriver à être plus manipulé par son intelligence? Bon, premièrement, n'importe quelle forme de colère mentale est l'expression mentale de l'intelligence à travers une parole, juste. Alors, nécessairement, une colère mentale est déjà l'élaboration d'un principe de volonté. Ça ne veut pas dire que quand tu fais une colère mentale, que nécessairement tu vas faire bouger les choses à côté de toi, puis que tu vas exprimer la créativité, on l'oublie, ou que tu vas exprimer une volonté qui va tout faire bouger. La colère mentale, disons celle que j'appelle la colère mentale violente, la colère mentale qui s'adresse aux plans astraux qui sont extérieurs, c'est déjà l'expression d'un principe de volonté parce que tu dois établir une autorité mentale dans l'astral. Donc, en partant, tu participes à l'élaboration d'un plan de volonté. Sauf que ce sont des volontés qui sont quand même parocystiques. Ça ne fait pas encore partie de la volonté de l'être nouveau, c'est-à-dire de la volonté qui va s'étoler, qui va grandir progressivement dans les années à venir. La colère mentale douce, une colère mentale qui, elle, travaille à l'intérieur. Et ça, j'avais déjà expliqué à un moment donné que, dans une autre conférence, que la colère mentale douce, c'est la différence avec la colère mentale violente. C'est que la colère mentale violente, elle permet de placer. Il faut comprendre une chose, c'est que la colère, les deux types de colère mentale, la violente et la douce, mènent à la colère royale. La colère royale, c'est une mécanique qui permet à l'humain d'imposer son harmonique, d'imposer son diapason vibratoire dans la vibration de l'astral planétaire, la colère royale. L'individu qui a la capacité de colère mentale extérieure, colère mentale violente, celle où tu vas procéder par la litanie du maître ou ces choses-là, ou tout simplement par ton intuition, par ton instantanéité, cette colère-là, elle crée un espace dans l'astral qui oblige l'astral à se tasser un peu, c'est qui te donne un repos. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une chose intéressante. Par contre, à l'intérieur de l'âme, il y a l'antihomme. Donc, il y a l'ego. La colère mentale douce, elle ne s'adresse pas à l'extérieur, elle s'adresse à l'intérieur. Alors, ce qui va arriver souvent, c'est que l'individu fait une colère mentale extérieure et il se crée un espace de repos et il continue à vivre des problématiques, pas parce que sa colère mentale externe a été manquée, parce qu'à l'intérieur de lui continue à travailler le phénomène de l'antihomme et ça continue à le nuire. L'individu qui fait une colère mentale douce doit lui aussi développer un principe de volonté. On pourrait considérer que pour faire la colère mentale royale, il faut que tu sois pas royale, pour faire la colère mentale tout court, il faut que tu sois rendu à un niveau d'écœurement où tu auras la capacité d'exprimer de la volonté paroxystique. Quand on atteint la colère mentale douce, colère mentale intérieure, on développe de 2 ou 3 crans la capacité d'exprimer une volonté paroxystique et on peut exécuter, parce que la colère mentale douce, différemment de la colère mentale externe, la colère mentale douce doit, du moins devrait, se faire plusieurs heures par jour. Donc, ce n'est pas une colère mentale comme on l'a vu avec la colère mentale violente. La colère mentale douce, c'est un phénomène qui s'enclenche à l'intérieur et qui oblige l'ego à accepter le contact de l'intelligence. La colère mentale royale, elle, c'est un autre pas au niveau de l'expression de la volonté, mais pour arriver à faire une colère mentale royale convenable, il faut premièrement que tu aies une autorité mentale dans l'astral qui va être donnée par la colère mentale externe, que tu n'auras pas pratiqué toute ta vie. Une fois que ton trou est fait, après quelques fois, l'astral, le moindrement que tu commences à bouillir un peu, elle te lâche. Tu n'as pas besoin de le recommencer. C'est fait. Et maintenant, il y en dedans, il faut peut-être travailler un petit peu, parce qu'en dedans, tu es content, lui. Pendant que tu cries dehors, lui, il est bien content dedans. Il a la paix, il l'a. Il en profite. La colère mentale royale, elle, c'est quand tu as la capacité de volontariser les mécaniques astrales intérieures, donc ça procède de la colère mentale douce, et tu as eu la capacité d'établir une autorité mentale dans l'astral, ce qui procède de la colère mentale tout court. La colère mentale royale permet à l'individu d'agir en tant que gouvernement mondial.
Donc, nécessairement, je ne donnerai pas de séminaire à la colère royale. Bon, l'humain va à un moment donné finir par découvrir de par ses propres principes. Il y a quelques individus avec lesquels on travaille la colère royale, bon, parmi le groupe des chefs, mais je ne donnerai pas de séminaire majeur. L'individu va finir lui-même à un moment donné par découvrir les mécaniques qui vont lui permettre d'entrer en relation avec l'intelligence qui tend à s'installer en tant que gouvernement. La colère mentale royale, je lui ai donné le nom royal. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme si l'individu ou les individus qui appliquent la colère mentale royale agissent en tant que roi, donc régent complet, Souverain, agissent en tant que souverain, mais d'un système particulier. La colère mentale royale, l'avantage qu'elle a sur tout ce qui s'est fait dans le contexte actuel au niveau de la planète, c'est qu'un individu qui pratique la colère royale ne peut pas obliger un ego à faire quelque chose contre le gré de l'intelligence qui est en relation avec l'ego. Autrement dit, la colère royale, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle va défaire l'astralité autour d'un événement ou d'une nation ou d'un individu, et défaisant l'astralité qu'il y a autour, l'intelligence qui essaie de traverser peut traverser. Donc, les individus qui sont désastralisés par la colère royale vont accomplir ce qu'ils peuvent accomplir dans l'intelligence, mais ne pourront pas accomplir la volonté de ceux qui ont fait la colère royale. De ce fait, les individus qui vont faire la colère royale vont devenir des bons souverains, c'est-à-dire qu'ils vont donner des ordres uniquement aux individus capables de les exécuter. Tu ne vas pas avoir un vacher pour lui dire « Écoute, tu vas aller faire une croisade ». Il va peut-être y aller, il ne reviendra pas, c'est bien évident. Bon, alors tu vas rencontrer un chevalier pour lui demander ça, tu vas rencontrer un vacher pour lui demander de s'occuper des vaches. Au niveau de la colère royale, c'est ce qui arrive, c'est que l'humain, pour arriver là, il faut que l'humain ait un contact avec les animaux akashiques suffisamment grand pour être capable d'évaluer la teneur en potentielle intelligence dans des régions avant de commencer à travailler. Alors que la colère mentale douce, elle permet simplement à l'individu de, premièrement, ça précipite à négociation d'une façon douce, colère mentale douce, le terme est là, et ça permet aux individus de travailler l'élaboration de structures qui vont progressivement l'amener de toute façon vers la volonté. Mais celui-là va y aller à 92, il y en a plusieurs qui vont commencer à y aller, parce que ça oblige continuellement l'ego, l'anti-homme, à être en contact avec la partie homme de l'âme, de l'ego. J'ai toujours dit que chez l'humain, il y avait une petite partie qui était la partie homme, qui sont les mémoires qui ne résistent pas à l'intelligence et qui sont les mémoires qui sont élaborées dans la conscience de l'humain de la naissance aller jusqu'à la fin de la prime enfance. Plus l'enfant vieillit, plus l'enfant crée un anti-homme. Quand on est rendu un adulte, on a en potentiel à peu près 99% d'anti-homme puis 1% d'homme. La colère mentale douce permet d'aller énergiser la partie homme, celle qui, elle, est pour le neuf, pour avancer dans la vie, celle qui refuse totalement le traditionnel, la mémoire, la peur, etc. Bon. Et cette partie-là va grossir progressivement. Ça en fait un allié. T'en fais un allié, puis tu le nourris, puis l'anti-homme est obligé d'être confronté sans arrêt à lui, et lui, par imprégnation, se déteint sur l'autre progressivement, ce qui te permet de pouvoir passer beaucoup plus facilement d'intelligence, et ça te permet de régler progressivement, mais la colère mentale douce ne s'applique pas une fois ou deux dans l'année. Bon. Et ça te permet progressivement de passer d'une étape, disons, souffrant d'évolution à une étape où tu vas commencer à t'amuser, parce que tu vas devenir plus doux. On va dire que tu vas te retrouver un peu plus dans une énergie astrale qui va ressembler à du coton ouaté. Et ça va être plus doux, plus intéressant, plus agréable, les choses sont beaucoup plus belles. L'ego, lui, est-ce qu'il va se sentir plus paradisier là-dedans? L'ego va se sentir plus paradisier parce que la colère mentale douce, elle te paradise. Donc, elle t'amène progressivement là parce que la partie homme, elle est paradisiée. Les mémoires d'enfants que tu as sont des mémoires d'enfants qui s'émerveillent. Alors que les mémoires d'adultes, donc les mémoires d'anti-homme, sont des mémoires de chialeux surtout. Bon. Alors, la colère mentale douce, ce qu'elle permet, c'est que la stratégie, par un paquet de petits phénomènes, c'est de travailler la partie homme. Puis elle va faire sa part là-dedans. Fait qu'à un moment donné, tu communiques avec ton homme et non pas ton anti-homme. Il est là pareil. Peut-être tu ne vis plus de relation nécessairement, tu vis plus de relation sans arrêt avec l'anti-homme. Toujours en petite guerre. Il est moins dans tes jambes, puis il est moins présent. Ben, il est toujours là, sauf que toi, la puissance de venir, il est de moins en moins puissant pour venir perturber ta vie. Puis au fur et à mesure que tu nourris la partie homme, ben, évidemment, tu diriges vers un esthétisme qui se rapproche de façon... La colère mentale douce va engendrer dans ton homme, dans la partie homme, la mémoire réincarnée
de l'être nouveau du futur. Autrement dit, la partie homme va progressivement avoir la capacité de supporter en réincarnation la partie belle des mémoires réincarnationnelles de l'avenir. Tandis que l'ego, l'anti-homme, résiste toujours contre ces choses-là. Finalement, c'est un nid pour le futur avec ça. Disons que tu agréabilises énormément ta transition. Et tu facilites énormément les choses, c'est évident. Quand on parle de rendre agréable, c'est évident qu'un individu. C'est très agréable, mais ça m'a pris 2 millions d'années. Moi, ça a été agréable, ça m'a pris 200 ans. J'aime mieux cet agréable-là. Alors, quand je dis ça agréabilise, c'est évident que ça fait en sorte que l'individu va se ramasser plus plaisamment et plus rapidement du point de vue chronologique. Au niveau du temps cosmique, c'est la même chose. Mais au niveau du point de vue de celui qui souffre, c'est pas la même chose. Un élément... pas souvent. Non, oui, ça s'en vient, là. Pour 92... Une chance, 92, ça t'aurait à la fin de tes questions. Qu'est-ce que... Non, il y en a en masse potentiel. Qu'est-ce que ça va être l'élément spécifique que 92 va nous apporter? Il y en a plusieurs. Ça fera, tu préfères la conférence de vendredi dernier. Que nous réserve 92. Ah bon. 2 heures là-dessus. OK. Mais t'as rien le goût de dire quoi d'un peu plus... Ça va être pas mal le fun. Bon, OK. C'est le début de l'Apocalypse. Donc, de la révélation... Je l'ai expliqué 2 heures de temps, mais c'est ça. 92, c'est ça. Alors, ceux qui veulent en savoir plus long, comme moi, vous ferez ce que... Si j'entreprends un cours sans volonté, je m'en sers pour... acheter des cassettes pour y prêter. Il y en a qui restent pas loin de chez nous. Si j'entreprends un cours sans volonté, je m'en sers pour conscientiser. Exemple, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Est-ce que vivre, c'est prendre l'événement et dedans me transformer? Ce qui me mélange, c'est les deux visions, explique. Bon, c'est la question. Ou la façon de le dire. Bon, si j'entreprends un cours sans volonté, si je fais n'importe quoi sans volonté, ça me permet de découvrir, de conscientiser que j'ai pas de libre arbitre. Est-ce que vivre, c'est prendre l'événement et se transformer dedans, par exemple? Il faut comprendre, vivre, c'est simplement être là. J'ai expliqué un peu pendant la deuxième partie. C'est évident que c'est intéressant que la personne réécoute la deuxième partie. J'ai parlé beaucoup de cette mécanique-là. Parce que les individus essaient de retirer de l'information des événements de la vie souvent. Puis là, je ne réponds pas nécessairement à la question de la personne ici, mais je réponds dans la même question. Les individus essaient de retirer des événements de la vie et on ne peut pas retirer d'événements de la vie dans la conscientisation. On le fait dans l'évolution et ça engendre des sages qui ont de l'expérience de la vie. C'est une chose. Ça donne la vie m'a appris telle chose ou... Exact, j'ai appris beaucoup de la vie. Ah ouais. La vie devient une école, mais la vie n'est jamais un maître. La vie est une école. Sauf que l'intelligence se fout royalement pour t'enseigner quelque chose au niveau de l'ego. L'intelligence se fout royalement de l'événement. Pourquoi? Parce que ce que l'humain a à apprendre, c'est à développer des sens qui vont lui permettre de voir le mensonge cosmique. Alors pour ça, tu n'as pas besoin d'initiation lunaire particulière. Tu peux être plombier ou être mère de famille ou être n'importe quoi dans ta vie. Et les événements servent d'école. Donc, tu n'as pas besoin de faire un voyage au Tibet pour aller apprendre des choses, pour évoluer. C'est important d'aller au Tibet. Mais pour se conscientiser, ça n'a rien à voir. Tu peux être au Tibet, tu peux être ici. L'individu qui veut comprendre ce que c'est que la vie, doit simplement s'arranger pour observer les choses, puis se borner à observer les choses. Et nécessairement, la personne va développer la subtilité des choses. Mais la personne dit toujours, oui, mais j'observe, mais ça ne me sert pas. Ça sert énormément. Sauf que ça amène du savoir. Puis tant que le savoir descend, c'est évident que l'individu, à un moment donné, l'individu va avoir suffisamment de savoir pour commencer à avoir des effets secondaires d'expression du savoir, pas de la créativité, de l'expression de savoir, pour commencer à gérer un peu plus sa vie en fonction de s'entourer d'un esthétisme de vie. L'esthétisme de vie, c'est ce qui va amener une qualité de vie. La qualité de vie, c'est pas uniquement ta chaise. Ça peut être simplement parce que tu ne communiques pas ce que tu aurais communiqué. Tu seras toujours défaite. Ça peut être parce que tu ne t'absous pas de tes réincarnations. Donc, tu seras toujours défaite. Comment on fait pour s'absoudre des réincarnations? Ben, c'est simple. T'as déjà été jeune, toi, là? Est-ce que tu as déjà fait un vol quand tu étais jeune? Non.
Ben, T'as déjà drogué de bord avec des jeunes? oui. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Oui. OK, bon, c'est déjà drogué. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut punir le jeune qui s'est drogué en te punissant toi aujourd'hui? Ben non. Bon. Qu'est-ce que tu as comme lien réel avec le jeune qui s'est drogué? La mémoire. La mémoire. Bon. Mais on n'a rien à foutre. La personne doit s'absoudre ou digérer ses réincarnations de la même façon. Ouais, mais moi, je suis ce que je suis là. Je pars de maintenant. Ouais, mais tu as des mémoires. Oui, j'ai des mémoires. Et c'est aucun problème. Ce n'est pas moi. Ça fait partie de mon corps physique. C'est des mémoires. Ça fait partie de mon corps astral. Ce n'est pas moi. C'est le véhicule que j'ai, puis ce véhicule-là est entaché de cambouis. On n'a pas fait son vidange d'huile astrale depuis quelques milliers d'années. Bon, il y a des choses, OK. Mais ce n'est pas moi. Alors, l'individu, pour arriver à vivre convenablement, doit s'absoudre de ces choses-là. Et tout ce qu'elle a à faire, c'est d'être là, d'observer les choses. L'intelligence va descendre. Il faut qu'elle communique ces choses-là pour arriver à avoir une parole qui est de plus en plus libre, pour libérer la conscience. Et progressivement, l'individu va être capable de faire ce qu'il a à faire. Sauf que l'individu, à un moment donné, ce qu'il fait, c'est que chaque fois qu'il a un petit peu d'intelligence, il essaie toujours de l'ajuster à ses mémoires, à son karma, ou à ses problèmes non résolus, ou surtout des phénomènes karmiques dans ce vie-ci ou dans les vies antérieures, au fait qu'elle ne s'aime pas, au fait qu'elle se culpabilise, au fait qu'elle se missionne, parce que je dois aider autrui, je dois faire ceci, ou non, je ne suis pas correct, etc. Bon, la personne, elle vit dans un cadre extrêmement souffrant. Ce que l'humain doit faire, c'est simplement s'absoudre de ces choses-là. Vous vivez présentement. On va en reparler à un moment donné, probablement une conférence complète, juste sur la teneur de la vie. Parce que c'est très intéressant, mais là, ça fait trop long, beaucoup trop long que ça fait là. Okay. Mais la deuxième partie, elle explique pas mal ce que la personne veut savoir. Mais à un moment donné, il faudra qu'on jase uniquement de savoir-vivre. Et non pas avoir du savoir-vivre. Non, non. Est-ce que en parlant, on peut affaiblir le filon énergétique? Est-ce que l'intuition va me dire quand parler ou me taire, est-il bon de toujours parler? Bon, c'est évident que toujours parler, non. Hein? C'est difficile de dormir. Il faut faire attention. Affaiblir le filon énergétique, ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'à un moment donné, là, vous êtes tout réchauffé, vous commencez à parler, puis au bout de 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, ben là, plus rien. On a tout dit, plus rien. J'en mourrai pas. Ça va revenir le même matin. La personne ne peut pas se dire, hey, je ne peux pas parler, moi là j'ai le contact, si je parle, je vais le perdre. Si tu ne parles pas, tu vas le perdre pareil. Mais en plus, ça ne t'aura rien ramené. Donc on parle. Toujours parler, non, parce qu'à un moment donné, ça devient du verbiage. Comprenez ceci. Prototypement parlant, on ne devrait jamais parler, jamais. Sauf si on est en état de synergisation. Sinon, on perd de l'énergie en parlant. Alors, quand tu rencontres quelqu'un sur la rue, tu dis bonjour, tu es de perdre de l'énergie. Ah, tu ne t'affaiseras pas à terre. Mais tu viens de perdre un peu d'énergie. Je comprends le principe. Alors, on devrait parler uniquement en synergisation. Là, on ramasse de l'énergie. Le reste du temps, c'est de la communication, mais puis en synergisation, ça ne veut pas dire que tu parles uniquement supramental. Hein? Tu peux être avec quelqu'un, puis vous vous aimez, puis vous jasez, ou tu parles d'un livre, d'un film. Tu sais, il y a une synergisation. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de perte d'énergie. Maintenant, c'est évident que si tu parles en termes de synergisation, juste au niveau du verbiage des cordes à linge, il n'y a pas de perte d'énergie. Il y a une perte de vie. Pendant ce temps-là, tu tu n'oublies pas ton corps mental, tu ne développes rien. C'est intéressant. Tu vas apprendre à enfiler ta corde à linge comme il faut, dans le trou. Quelle est la différence entre décoder la volonté de faire quelque chose et l'intuition de vouloir le faire? C'est très facile. On n'a pas besoin de différencier l'un et l'autre. L'intuition, premièrement, vous n'aurez jamais l'intuition de vouloir le faire. L'intuition, c'est du savoir. Vous allez avoir du savoir. Vous allez avoir du savoir. L'ego peut prendre ça et vouloir le faire. C'est une chose qui peut arriver. Vous allez simplement avoir l'intuition d'une chose. Vous allez savoir. Vous allez savoir que c'est comme ça. Vous allez avoir une vision, une révélation. Puis la révélation ne te donne jamais un ordre de bouger. La révélation te révèle un état. L'état, ça va être l'état d'absurdité qui t'entoure. Et l'ego va dire, donc, il faudra faire le ménage. Ou l'état, ça peut être l'état de beauté que ça pourrait être. Et l'ego va dire, donc, il faudra faire le ménage.
Quand je parle de ménage, ça veut dire bouger dans sa vie. Bon. Alors, je vois l'absurdité, par exemple, de ma ville. L'ego veut bâtir une ville, un village à lui tout seul. Ou je vois un village comme ça, puis l'ego dit, ben, il faut en faire un. C'est pas ça. Tu réincarnes les mémoires de l'avenir. Tu as des révélations au niveau des choses. Ça amène l'humain à développer sa subtilité. Ce n'est pas pour accomplir. Donc, on n'a pas l'intuition de vouloir faire une chose. Ça, c'est un peu comme connaître le gars qui connaît le gars qui a rencontré le gars qui a rencontré l'autre. Moi, j'ai rencontré l'autre, moi. Et l'autre, il m'a dit que le gars qu'il avait rencontré, il avait fait dans ses culottes. Ça, le gars qui a rencontré le gars qui a rencontré l'autre, il sait pas ça. Ce qui est important, c'est que l'intuition de vouloir faire, non. C'est l'intuition, pas de faire. J'ai l'intuition que je veux faire quelque chose. Non. La volonté de faire quelque chose, elle est facile. Vous avez la révélation, au départ. Tu n'auras pas de volonté si tu n'as pas de... Écoute-moi toujours. Tu n'auras pas de volonté si tu n'as pas... tu n'auras pas de volonté si tu n'as pas de savoir. Oui, je comprends. Tu peux lire maintenant. Si on n'a pas de volonté, si on n'a pas de savoir, ça veut dire qu'au départ, il faut avoir l'intuition. Donc, il faut le savoir. Ça veut pas dire qu'il faut le faire. Après, si tu as la volonté de le faire, ça veut dire que tu vas le faire. OK? Facile. Et je le sais, mais je n'y arrive pas. C'est parce que je n'ai pas la volonté de le faire. Et je le savoir. Mon ego, il peut vouloir volontariser la chose, puis vouloir le faire, etc. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas la volonté. Puis tu n'auras jamais la volonté de faire quelque chose d'intelligent si tu ne sais pas au départ. Parce que le savoir précède la volonté. La volonté précède la créativité. Bon. Alors le savoir descend, ça peut te permettre d'avoir des effets secondaires. Le savoir traverse et forme en volonté. Tu vas avoir encore plus d'effets secondaires. Bénéfiques. Hein, parce que les effets secondaires, on pense au médical. C'est maléfique. Des effets secondaires. De faire deuxième. Et par la suite, ça va traverser au niveau du plan de la créativité. Alors ici, quelle est la différence entre décoder la volonté de faire quelque chose, la volonté de faire quelque chose parce qu'on sait qu'on est en train de le faire. Bon. Ici, on aimerait le faire, puis qu'on ne peut pas le faire, puis ça nous démange, c'est qu'on a le savoir. On n'a pas la volonté. Puis qu'est-ce qui nous démange? Ben, c'est l'ego qui est mal pris avec notre vision. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on observe, qu'on intelligencie, qu'on travaille, puis qu'on attende. À un moment donné, on va bouger, on va le faire. Puis ça, c'est très, très actif que d'attendre. Puis l'intuition de vouloir faire une chose, bien évidemment, on n'a pas l'intuition de vouloir faire une chose. De vouloir faire une chose, on a l'intuition de le savoir d'une chose, puis après ça, l'ego la régit d'une façon tout croche. Puis à un moment donné, on aura la volonté de faire la chose, puis on va faire la chose. Et voilà. Dans ton travail, dans des événements de la vie quotidienne, que tu as à prendre quantité de décisions, sans que ce soit des grosses décisions, mais tu dis, bon, OK, là, on pourrait changer telle chose, faire telle chose, tu prends pas des décisions. En réalité, là, quand tu vas te laisser contrôler par le savoir, tu vas savoir. Oui, mais quand c'est pas rendu là... Mais quand c'est pas rendu là, tu fais comme l'humain. Tu te casses la tête, tu te demandes, puis tu mets des... Comment ça se passe? Tu me poses des questions, puis tu fais comme ça. Il n'y a pas de... Ben oui, non. Quand, il a des questions, lui. Quand on n'est pas capable, là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait rien. On n'est pas capable. Quand on est capable, ben, on le fait. Et si on est capable? C'est simple. C'est très simple. Quand il faut que tu te demandes, j'augmente-tu mes salariés ou pas? Ça n'a rien à voir. Écoute-toi, qu'est-ce que tu vibres? Je vibre, il faudrait que je les augmente. Ben, augmente-les. Ouais, mais peut-être que, ben, augmente-les pas. Tu sais, facilite ta vie. Oh, mais d'un coup, il aura fallu que je t'augmente. Augmente-les pas. Tu vas les augmenter la semaine prochaine. Tu sais, cesse de casser la tête et de lutter. Tu as l'intuition que là, ce serait le temps que... Mais... Ben, fais-le pas. Ouais, mais d'un coup, ben, il n'y a pas de tout d'un coup. Si c'est ça, puis tu te laisses libre, tu vas le faire pareil. 2 jours après, 3 jours après, une semaine après, un mois après. Mais c'est agréable. Sans effort. Bon, alors c'est tellement plus facile. On va se demander si on fait bien. Hey, on n'est pas bâti pour le savoir avant. Ça ne sert à rien de se demander si on fait bien. On relaxe. Puis là, tu te laisses imbiber par le savoir supramental. Il ne te dira pas si tu fais bien ou si tu fais mal. Il va te dire ce qu'il faut qu'il se fasse. Puis à un moment donné, tu vas avoir l'énergie pour faire ce qu'il faut qu'il se fasse. Puis à un moment donné, tu vas avoir... Parce
c'est une chose, à un moment donné. L'humain va avoir la volonté pour le faire. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Mais à un moment donné, il va commencer à être créatif. En plus de savoir ce qu'il faut qu'il fasse, en plus d'avoir la volonté de le faire, il va être capable maintenant d'avoir la matière énergétique pour le faire. Bon. Alors au début, c'est évident. Quand tu as le savoir, la matière, le temps, ça commence à t'entourer. Quand tu auras la volonté, ça va t'entourer encore mauditement plus. Mais là, il te faudrait $1 milliard. De la créativité, tu vas le créer, le $1 milliard, puis il ne dérangera jamais l'économie nationale. Parce qu'ils vont s'en faire voler pour $1 milliard ailleurs. Il faut équilibrer. C'est facile. Pas tout de suite. Mais pour l'instant, là, c'est ça. Quand il faut que tu augmentes un salarié, ben, tu regardes en dedans de toi, qu'est-ce que ça donne. Et si tu l'as augmenté, puis après ça, le lendemain, tu veux le baisser, ben baisse-le. Peut-être qu'il fallait que tu l'augmentes. Qu'on est en train d'accomplir la chose ou que la chose s'accomplit à travers nous. J'ai cette impression de perdre le contrôle depuis 2 semaines et de vouloir savoir ce qui se passe et je ne peux réduire en nommant puisque je ne sais pas quels sont ces événements qui se font peut-être à travers moi. Ces choses vont-elles s'accélérer en 92? Bon. Ce qui est extrêmement important, c'est que la personne ici doit connaître le principe de la colère mentale externe, la colère mentale violente, si possible. C'est intéressant qu'elle sache. Et si à un moment donné, elle se rend compte que ce qu'on lui demande de faire n'est pas esthétique, donc n'est pas intelligent, il faudra qu'elle se déconnecte de ce qui la manipule. Tant que c'est intelligent, puis tant que c'est correct, il n'y a aucun problème. Parce que moi, par exemple, si je me sens manipulé, si c'est dans le sens où je veux aller, ça m'arrange. Et si c'est dans le sens où je ne veux pas aller, je le brosse la cage en maudit. Parce que le corps physique reste manipulable autant par l'astral que par l'intelligence. Sauf que quand ça reste de la volonté, je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Mais la volonté supramentale, elle va accomplir ce que le savoir m'a amené. Si ça va à l'encontre du savoir, je te casse tout ça. Est-ce que ça peut être ça? Non, mais ça peut être ça. Suivant. N'est-ce pas plutôt la conscience qui se promène dans le temps et quand elle est ici, on pense vivre au présent, alors que si notre conscience englobait tout, on ne serait nulle part? Est-ce la conscientisation, cette mécanique? Non, la conscience, elle est absolue, donc elle est partout. Et quand on dit la conscience... Parce qu'en réalité, la conscience, elle n'est pas partout dans le temps, parce que le temps n'existe pas. Mais du point de vue de celui qui est dans le temps, c'est plus juste de dire que la conscience est partout dans le temps, que de dire que la conscience est localisée dans le temps. Mais le temps n'existe pas. La conscience, elle est nulle part. Qu'est-ce qui fait que les éléments en sont formés et agglutinés en planète Terre? C'est un noyau de quoi? Fait par qui? Comment? Y a-t-il une durée d'existence? Quelle est la correspondance avec nous et toutes les autres sortes d'êtres épais ou subtils, y compris planètes ou rochers? Tu me poses ça au début de la journée? Ça, c'est une question cosmologique. Là, ça serait un peu long à répondre. Là. Vous pouvez constater que ça serait intéressant. La personne peut se référer, par contre, à certaines conférences, si ça l'intéresse. Il y en a une, entre autres, c'est « La Terre, un être vivant » ou quelque chose comme ça. Là, le titre est dans ce genre, des conférences régulières. Et puis, il y a quelques conférences en cliquant dans la liste des titres qu'on pourrait trouver qui donnent déjà une bonne réponse à la question ici. Puis il y a certaines conférences du mois où on s'est amusé souvent à parler de la création complète des structures atomiques de la planète, puis les relations entre l'être global et l'être nouveau, etc. Alors là, ce serait un peu long, un peu beaucoup trop long à répondre là. Mais n'y avait-il pas une façon autre que la mécanisation pour effectuer nos transformations, quelque chose de plus simple, plus rapide, plus efficace, qui aurait bénéficié aussi, qui ferait aussi bénéficier la planète au lieu de la mettre en péril de mort? J'imagine qu'il pense à l'Apocalypse. Hein? Quel est ce chemin? Finirons-nous par le rejoindre et l'appliquer quand même? Il n'y en a pas, c'est de l'illusion, c'est de la spiritualité, c'est extraordinairement intéressant. La seule chose qu'il y a, c'est que l'humain ignore énormément, d'ailleurs la personne elle a posé l'autre question ici pour savoir, c'est que l'humain ignore énormément les mécaniques qui ont prévalu à la création du système. Présentement, c'est extrêmement merdique. Pourquoi? Parce qu'on a de l'intelligence. Mais si on n'aurait pas d'intelligence, on trouverait ça absolument génial. Il y a plusieurs personnes qui trouvent ça génial. Ils plantent une petite graine puis ils poussent une fleur. C'est génial. Moi, je trouve ça épais qu'on ait besoin de planter une graine pour avoir une fleur. Ils trouvent ça génial. Ils trouvent ça génial, toute l'harmonique naturelle.
J'étais avec un jeune l'autre fois dans Montebello, puis je disais, t'as vu comment Dieu est bon? Dieu a fait les loups et les chevreuils pour qu'ils puissent s'entre-dévorer. Dieu, dans sa bonté, a pensé à faire des chevreuils pour nourrir les loups. Tu te rends compte comment Dieu est bon? Dieu a pensé dans sa bonté à faire des bottes pour que tu ne gèles pas des pieds. Oui, Dieu a pensé dans sa bonté à créer les médicaments pour nous guérir des maladies. Il n'aurait pas pu faire les pieds qui ne gèlent pas de maladies, puis des animaux qui n'ont pas besoin de manger. On va le slacker, lui. Il manque. Alors la personne, elle vibre un peu de ce genre de choses. C'est qu'à un moment donné, pourquoi est-ce si compliqué? Finalement, si absurde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un contexte créationnel très refroidi et l'intelligence n'a pas la capacité de venir là-dedans. Bon, quand l'intelligence arrive là-dedans, elle se dénature. Il n'y a pas d'autre façon de procéder que ce qui est été fait actuellement. Par contre, c'est évident, la personne, elle, en même temps, elle a de l'intuition. En même temps, elle a l'impression qu'il y aurait quelque chose d'autre à faire. Et ce quelque chose d'autre à faire-là n'est pas ce qui est à faire, ce n'est pas ce qui aurait dû être fait, mais c'est ce qui va résulter du contact fusionnel entre certains hommes et leur conscience. Quand certains hommes vont se fusionner avec leur esprit, avec le double éthérique, quand certains hommes vont être totalement en fusion, ça va engendrer une mutation complète dans toutes les stratégies de l'évolution. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, le contexte planétaire, le contexte moléculaire, toi, tout ce qui t'entoure, va avoir la capacité expérientielle à cause du contact entre l'astral et l'être fusionné, de pouvoir goûter et de pouvoir être instruit d'une autre façon des mécaniques qui vont permettre à un moment donné à l'énergie de créer des canaux pour parvenir à ramasser la matière au complet, par résorber la création. Présentement, il n'y a rien à faire. Quand l'intelligence arrive au niveau de la planète Terre, elle devient terrestrifiée. Parce que je suis là, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, maintenant l'intelligence fait un petit détour, puis elle descend par ces êtres-là, et elle va se ressortir par leur écrit, par leurs paroles, par leur expression au niveau du savoir, prochainement par d'autres choses. Et l'intelligence va maintenant se servir de ces véhicules-là, et ces véhicules-là ont la capacité de rendre plus cohérent la réalité, qui est le peu de réalité absorbée par les égos humains. Et parce qu'il y a un peu de cohérence dans la réalité absorbée par les égos humains progressivement, l'humain mute. L'humain va changer comme il n'a jamais changé. Mais avant, l'humain changeait uniquement en contact avec l'événementiel, c'est-à-dire que casse-toi la gueule, puis à force de casser la gueule, tu vas finir par avoir le nez solide, ou bien tu n'auras plus de taper la tête là. Bon, à un moment donné, l'humain finit par avoir accumulé suffisamment d'expérience qu'il finit par développer chez lui ce qu'on appelle la frustration. Puis la frustration, ça va engendrer une forme d'écœurement totalement égoïque qui va faire en sorte que l'humain va avoir la capacité énergétique de créer un mental, un logiférateur, qui lui va maintenant être capable de rendre un peu plus cohérent, c'est pas cohérent encore, mais de rendre plus efficace l'expression astrale de l'humain dans son milieu. Alors l'humain commence à changer les matières, l'humain commence à devenir cartésien, théologique, etc., faire des prières, à faire de la magie noire. L'humain grossit. Mais c'est encore absurde parce que chaque fois que l'humain grossit, bien, l'humain fait des croisades, l'humain fait des récessions, l'humain tue tout le monde, puis on s'entre-déchire. Uniquement au nom des dieux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a uniquement l'accumulation d'énergie qui va permettre à un moment donné à l'humain d'arriver à s'en sortir. Puis l'accumulation d'énergie se fait dans la forme, puis pour que l'énergie à un moment donné soit libérée de la forme, il faut qu'on brise la forme. Quand on brise la forme, ça crée des chocs, puis ces chocs-là créent de la souffrance dans l'humain. Et c'est pourquoi l'humain vit uniquement du principe de la souffrance, du principe des chocs, du principe de la peur, à partir de maintenant aller jusqu'à aujourd'hui, à partir du passé jusqu'à aujourd'hui, je suis pas mal dans le temps. Et puis l'humain vit de ces chocs-là, jusqu'à un moment donné où l'humain est capable de libérer suffisamment d'énergie à travers ses génétiques, à travers tout ce qu'il a vécu, à travers ce que les familles ont vécu pour lui. L'humain est capable de libérer suffisamment d'énergie pour pouvoir énergifier son corps à un point tel qu'à un moment donné, il va créer une fonte au niveau des mécaniques de l'ego et il va déconnecter l'ajusteur de pensée qui est branché dans le canal réincarnationnel. Il va le déconnecter et progressivement, il va être capable de le brancher outre le monde astral dans le contexte supramental. Quand on en est rendu là, toutes les choses vont changer. Tout ce qui a été prévu, prophétisé, etc., ça ne tient pas compte de l'intervention de l'intelligence. Bon, à partir de désormais, à partir de quelques temps, puis en allant un peu plus dans le temps, plus il y aura d'êtres humains qui vont avoir la capacité de supporter de l'intelligence, de communiquer de l'intelligence, c'est-à-dire cesser de se cacher d'être intelligent. Voyez-vous la réincarnation? Oh non, 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 non. Ben non, c'est parce que c'est vos collègues qui vous demandent ça. Oh non, 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 non. Et, oui, t'es bien épais. Oui. Fini là.
Puis il y en a plein, on va là commencer à jaser, là, puis là, tu jases bien lentement, parce que si tu vas trop vite, là, tu vas ramasser de devoir faire des consultations. Ou bien non, ils vont te rejeter, parce que si tu es bien trop brillant pour ce qu'ils pouvaient supporter, ils s'attendaient à ce que tu sois épais, mais un petit peu intelligent, mais pas trop. Les égaux ne t'aiment pas. Il y a toutes des petites nuances, mais l'humain, présentement, est dans un système où l'intelligence ne peut pas descendre. Alors c'est sûr que pour un être humain qui reçoit spirituellement l'intuition de l'être nouveau, l'être divin, hein, ce que l'humain appelle Dieu. Ce que l'humain appelle Dieu, c'est l'être nouveau. À son niveau, à lui, c'est l'être nouveau. Et quand l'humain a cette intuition-là, ben, l'humain, il finit par se dire, écoute, pourquoi ça a été si mal fait, et pourquoi ci, pourquoi ça? Ça ne pouvait pas, ça aurait pu être différent, ça ne pouvait pas être mieux. Bon. Puis là, maintenant, on est presque rendu où ça va changer. Ça ne vaut pas la peine de changer la base. De recommencer à voir ailleurs. Alors, ça, il manque beaucoup d'informations au niveau de ce qui a engendré l'accident réactionnel. Mais présentement, on approche effectivement d'un temps où l'humain va procéder différemment, mais là, il faudra que la personne ici comprenne qu'il va rester près de 5 milliards d'humains qui ne comprendront pas, qui ne pourront pas faire partie de ceux qui vont agréablement se conscientiser. Parce que il faut que l'humain se désassujettisse de la limitation spirituelle qui l'oblige à dire « Oui, mais comment ça qu'il ne comprend pas, lui? » C'est simple. C'est simple. Demandez à un aveugle « Comment ça que tu ne vois pas? » C'est simple. Et tu vois, tu regardes. C'est simple. Mais l'aveugle, lui, il regarde l'aveugle, il voit rien. Il n'y a pas ce qu'il faut. C'est ça. Fait que tu auras beau vouloir ce que tu voudras, puis de rester dans la spiritualité, puis vouloir l'aider, puis l'instruire des couleurs, puis à un moment donné, ça va faire comme bien des religions du monde qui ont ramassé des phénomènes, c'est que tu vas instruire l'aveugle, tu vas lui faire croire qu'il voit. Pour avoir le plaisir de dire, ben au moins il voit. Tu vois-tu le bel arbre? Il va dire, oui. Bon! Et il voit toujours pas plus, lui-là. Je savais que tu étais capable. C'est ça. Pour pouvoir s'autoriser à voir. Parce qu'on se sent coupable. Alors ça, il y a des mécaniques spirituelles qu'il faudra que l'humain abandonne, parce que tous ceux qui n'abandonneront pas, tous ceux qui ne se sépareront pas des anciennes races, vont rester avec les anciennes races. C'est un être nouveau, pogné avec les autres. Ben, c'est tout. Tu vas subir le sort de ces vieilles races-là. Oui. Alors que si tu es capable de te dégager du magnétisme des vieilles races, qui t'accrochent par les cordes sensibles de ta mémoire, tu vas être capable de créer suffisamment de néotypes pour qu'à un moment donné, tel du popcorn humain, du maïs, pouf, 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 tous ceux qui vont être prêts à un moment donné vont être dans le bon tourbillon de la bonne chaleur que l'humain qui se fusionne va créer, puis t'as un paquet qui vont sortir du plat. Tout émancipé, prêt à recevoir le beurre. Je n'avais jamais vu du supramental comme ça. Là, mais... oui. Y a-t-il, selon des chercheurs ou observateurs en aérospatial, une planète ou découverte nouvelle d'un phénomène que l'on appelle un trou noir qui semble gober les choses dans la galaxie? Est-ce un phénomène de résorption de la matière? Peux-tu comprendre de quel phénomène il s'agit et nous parler du rôle de cette planète dans l'évolution terrestre? Bon, probablement, c'est pas une planète. Il faut comprendre une chose. Ça comprend vite. Sur la planète Terre, il y a une centaine de petits trous noirs. Sur la planète. Bien sûr. Alors, voyagez pas trop. Parce que où vous êtes pas encore parti, il n'est pas là. C'est au moins sûr. Mais si tu vas ailleurs, le plus gros trou noir planétaire est au Québec. Autrement dit, voyager. Est-ce qu'il y a un rapport avec le trésor des Templiers? Le trésor des Templiers, non, il n'y a pas de rapport. Le trésor des Templiers est dans le trou. Mais c'est pas un rapport, là. Tu vois, bref, comme tu voulais. Il pose des questions intéressantes. Non, c'était pas pour moi, c'était pour Maurice, cette question-là. Oui, il additionne des morceaux. C'est bien. Et puis, le plus gros trou noir est au Québec. La majorité du Québec politique est très perturbée et assujettie par un trou noir. Mais il y en existe un peu partout sur la planète Terre. Ils sont facilement repérables par les perturbations électromagnétiques puis d'autres perturbations d'ordre tellurique qui sont engendrées au contexte planétaire.
Dans le système solaire, il existe aussi effectivement d'autres petits trous noirs. Et puis, il y en a un peu plus gros. Ben, il y en a quelques-uns qui sont assez gros. Il y en a un qui, présentement, c'est pas maintenant, ça fait un petit bout de temps qu'il est envisagé. Premièrement, il y a des perturbations au niveau de l'orbite de certaines planètes. Alors, on a calculé, comme on avait fait à un moment donné pour Pluton, puis comme on avait fait à un moment donné pour d'autres planètes, on a calculé la masse et la position de ce qui devrait normalement perturber une orbite. Parce que vous savez qu'il y a certaines planètes qui ont été découvertes uniquement par calcul mathématique. Et moi, quand j'avais 6 ans, je me demandais comment un gars peut s'accrocher sur une table, puis calculer, puis dire, il y a une planète là-bas. Mais c'est ce qu'il faisait. Il prenait un télescope, par exemple, avant, là, il regardait l'orbite des planètes, puis il se rendait compte que la perfection orbitale était altérée quelque part. Fait qu'il se disait, pour qu'elle soit altérée, il faut qu'il y ait un autre corps, là. Alors là, ils ont évalué qu'est-ce qu'il faudrait pour altérer l'orbite, puis qu'est-ce qui, les distances, les ça, etc. Puis là, ils ont fouillé dans ces directions-là, puis les calculs leur ont donné des coordonnées suffisamment précises, puis ils ont trouvé d'autres planètes. Alors, ils ont découvert aussi qu'il y avait des perturbations au niveau de l'orbite de certaines planètes, et ils ont calculé. Ils fouillent depuis un grand bout de temps dans ces coins-là, avec des télescopes, toutes les sortes de télescopes, des télescopes radio, des télescopes photoniques, etc. Et ils n'ont rien vu. Mais donc, progressivement, ils se dirigent vers l'idée que peut-être qu'il n'y a rien à voir. Parce que ça absorbe tout. Donc, ce serait des trous noirs. Ce serait un trou noir. C'est quand on parle de planète. Vous savez, une supernova, c'est une planète. Géante. Si la lampe ici, c'est une géante, la grosseur de notre soleil à côté, c'est à peu près gros comme la tête d'une aiguille. Alors, il y a des soleils qui sont pas mal plus gros que le nôtre. Bon. Une naine blanche, qui précède l'étoile de neutrons ou le trou noir, la naine blanche, si ça c'est le soleil, la naine blanche est légèrement, pas la grosseur de notre lune. Donc, c'est à peu près la grosseur d'une tête d'aiguille aussi. Ça aussi, c'est le soleil. L'étoile de neutrons peut être plus petite encore, puis le trou noir est normalement encore plus petit que ça. Alors, c'est évident que quand on parle de, bon, on peut dire une planète, c'est pas une planète qui est un trou noir, mais il y a des particularités. Et ça, c'est ce qui va permettre à un paquet d'individus, à un moment donné, de traverser dans ces trous noirs-là pour transport séraphique, s'en aller ailleurs. Mais ça s'appelait un transport séraphique. En tout cas, un jour, j'écrirai là-dessus. Mais c'est ça. Donc, oui. Depuis quelques mois, je suis dans un groupe. L'idée première était l'adoucissement de la conscientisation. Résultat premier, l'individualisation. C'est parfait. Par contre, plus je m'individualise, moins le groupe tel qu'il est actuellement m'intéresse. Dans ce groupe, chaque individu est bien correct, mais l'égrégore. Bon, c'est tout à fait normal. Voyez-vous, quand le groupe des chefs s'est constitué, ça a été aussi une problématique. Le groupe des chefs s'est constitué premièrement parce qu'il y a des camps qui étaient organisés pour des personnes. Alors, ça a commencé à un été où il y avait 70 inscriptions. Et je ne me voyais pas, moi, dans le bois, commencer à courir après 70 personnes, puis il y en a 8 de perdu là-bas, puis elle a cherché les toilettes, puis l'autre, bon, elle a de la misère à monter sa tente, puis l'autre ne trouve pas les allumettes. Alors, j'ai pris les individus qui apprenaient le plus vite à travers ces personnes-là, et puis je les formais une fin de semaine de plus par mois que le groupe, et ils étaient des chefs de groupe. Donc, chacun avait 7 ou 8 personnes avec lui. C'était plus facile. Et donc, par la suite, quand l'été était fini, on s'est réunis, et puis on a justement vérifié si est-ce qu'on continue ou si on ne continue pas juste pour nous. Alors, ça a été on continue. Parfait. Alors, on avait établi que dans 2 ans, si le groupe existe encore, c'est probablement parce qu'il aura à exister pour un bout de temps. Parce que sans ça, tout nouveau, tout beau, ça va bien. Progressivement, les choses s'estompent. Alors, on était une quinzaine. J'en ai 38. Bon. On était une quinzaine, ça fait déjà 4-5 ans de ça. Et puis, par contre, ce qui arrivait à un moment donné, c'est que tout était parfait, tout était correct. Les individus, les personnes ont commencé par vivre l'individualisation, c'est absolument essentiel, si on veut créer un groupe qui n'est pas une collectivité. Dans l'individualisation, il y a plusieurs personnes à un moment donné qui sont parties. Des gens corrects, qui nous trouvaient corrects, mais qui n'étaient plus capables, parce qu'insuffisamment centrés chez eux, ils n'étaient pas capables de supporter le contact vibratoire de quelqu'un d'autre qui avait aussi de l'expression. Alors lui pouvait dire, moi je trouve qu'on devrait faire telle chose. L'autre il lui disait, non, moi je trouve que telle affaire. Les deux ont raison. Les deux expriment. Mais il y en a un qui disait, ben écoute, moi toujours m'obstiner que tout le monde, fait que non, puis je dis pas qu'il a tort, mais on fait pas ce qu'il faut faire, puis bref, il a tort. Alors lentement, les gens s'éloignent. Pas nécessairement égoïquement, mais c'est un principe qui a toujours été
problématique jusqu'à date chez les personnes qui commençaient à avoir de l'intelligence, c'est qu'ils devenaient sauvages. Ils ne peuvent pas travailler ensemble. Bon. Maintenant, il a fallu que les individus en parlent, ceux qui restaient dans le groupe. Il a fallu que les individus en parlent. Il a fallu que les individus se disent, écoute, chercher d'autres individus intelligents, c'est compliqué. Là, il y en a. Il y en a, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce qu'on est inhibé, parce que, etc. Bon, il y a des choses. Sauf que si ça ne va pas assez vite à mon goût, d'ailleurs, je t'en avais déjà parlé à un moment donné quand tu trouvais que ces choses allaient passer rapidement, que je t'avais expliqué, écoute, ça va peut-être pas assez rapidement à ton goût, mais si tu t'en vas ailleurs, ça ira pas plus rapidement non plus. Puis tu as fini par comprendre qu'effectivement, ben écoute, on est 30. Fait que ça va pas rapidement à mon goût, mais ça va au goût de 30. Bon, puis chacun a des vitesses différentes, sauf que c'est déjà plus évident, là. Et progressivement, les individus ont fini par apprendre par l'intelligence, par la parole, à ajuster ces mécaniques-là. Ils ont établi des liens énergiopathiques au niveau du plan supramental, au niveau du plan mental, au niveau du plan astral, ça se crée de plus en plus. Il y en a au niveau du plan vital. Il y en a au niveau du plan physique en ce qui concerne l'expérience de vie. Tu campes dans le bois, tu te promènes, tu jases, etc., tu es en contact. Ça a pris 2 ans, 2 ans et demi avant que la structure puisse se rétablir. Et par la suite, quand on a rajouté des individus dans le groupe, on a rajouté peut-être 8 ou 9 individus, bien, ils sont presque venus tout foutre le groupe en l'air. Alors là, il y a encore des gens qui sont partis. Pas parmi les nouveaux, parmi les autres. Et par la suite, les gens ont dit, écoute, il ne faudrait plus qu'on prenne de nouveaux, ils viennent faire éclater le groupe. Et là, on s'est dit, non, justement, probablement, les nouveaux, c'est du neuf, c'est très intéressant. Ça nous oblige à nous confronter avec ce qu'on a fini par oublier parce qu'on finit par devenir pépère. Hein? Et puis, à un moment donné, ben, ça fait en sorte que si le groupe n'est plus constitué collectivement, ben, même si tu en mets plein dedans, ça ne va rien changer là, c'est ceux-là qui vont s'en aller. S'il y a de quoi, si quelqu'un va s'en aller, ça va être les nouveaux arrivants. Et à chaque printemps, les personnes maintenant font leur demande, le groupe des chefs. Ils envoient une photo d'un curriculum vitae, puis ceux qui sont acceptés viennent pour 2 fins de semaine en tant qu'invités. Ils viennent voir, oui, parce qu'une photo, c'est important, parce qu'on ne connaît pas le monde, il faut qu'on leur voit la face. Non, c'est qui. Alors, là, les individus viennent. Maintenant, ce qui arrive donc à la personne ici, c'est ça. Si on est capable de rencontrer un groupe ou de se former en petits groupes, c'est important qu'on discute de cette problématique-là avec le groupe. Il ne faut pas que les individus du groupe se disent « Ah ouais, c'est ce gars-là, ça se prend pour... » Ça n'a rien à voir. Présentement, énergétiquement, je vis des déconnexions et je vous trouve correct. Ah, alors, faisons quelque chose. Un peu comme tout va bien, mais j'ai le goût de partir. Ben, là, c'est simplement parce que l'individu s'individualise de plus en plus à travers le groupe et l'ego ne voit plus l'utilité d'être en groupe vu que tu n'as plus besoin du groupe. Et du point de vue égoïque, tu auras toujours besoin du groupe du point de vue énergétique, mais ça, tu ne le vivras pas tout de suite. Alors, c'est important que je avec les autres, parce qu'ils vont tous vivre ça à un moment donné. Parce qu'à ce moment-là, là-dedans, mais les individus qui... C'est qu'à ce moment-là, l'ego travaille contre soi à ce moment-là. Ben, c'est-à-dire qu'un peu comme une personne qui a besoin de raison émotive pour faire quelque chose, la journée qu'elle n'a plus de raison émotive, elle n'a plus le goût de rien faire. Alors on lui dit, écoute, il faut quand même que tu marches, c'est intelligent, il y a des raisons intelligentes à faire les choses. Ouais, mais si elle n'est pas encore nourrie des raisons intelligentes, là, elle ne fera plus rien. La personne qui, individuellement, se finit par se centrer un peu plus chez elle, l'expérience de groupe étant une expérience collective, elle aura tendance à échapper au groupe. Comme j'expliquais à un moment donné, j'ai des amis médecins qui voulaient s'ouvrir un cabinet, et des amis, des personnes qui ont fait le séminaire. Et puis à un moment donné, ils n'ont pas pu ouvrir un cabinet. Pourquoi? Ils étaient 3 médecins. Parce que c'était l'obstination pour savoir où on mettait la chaise et le bureau de la secrétaire. Parce que sa créativité à lui, c'était que ça fallait soit là. Mais l'autre, lui, c'était qu'il fallait soit là. Puis l'autre, c'était qu'il fallait soit là. Puis des brillants, des vrais médecins qui ont fait de l'acupuncture en plus, qui faisaient pas quelque chose, des beaux médecins, du bon monde. Puis à un moment donné, ben là, ça devenait compliqué. Parce que là, ben oui, mais là, il brime ma créativité. D'où l'importance de comprendre qu'il n'y a pas de créativité. C'est un effet secondaire de l'expression. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça se fasse. Qu'est-ce qu'il aurait fallu si 3 gars le fassent? Qu'ils prennent n'importe qui dans le public et qu'ils le disent, bureau, on le met où? Quelqu'un aurait dit, mettez-le là. Il a dit, personne, on le met là. Parce qu'on n'en a rien à foutre. Il faut savoir où est-ce qu'on met le bureau. Et si la secrétaire, elle n'aime pas là, ben, elle le mettra ailleurs. Là, on s'en balance. L'important, c'est qu'on travaille ensemble. Mais les individus sont immédiatement, quand ils commencent à être intelligents, ils doivent s'individualiser. Et pour s'individualiser, vu qu'ils n'ont pas suffisamment d'intelligence, très souvent, on les sépare. C'est-à-dire qu'on les fait rentrer en confrontation. Confrontation énergétique, c'est-à-dire que je ne sens pas d'énergie dans le groupe, ou confrontation égoïque, c'est-à-dire que j'en sens trop, au niveau égoïque. Et ces personnes-là, ben, finalement, sont parties séparées.
Puis il manque une occasion de Ben là, travailler, maintenant, ben, synergie. Ils sont partis séparés en disant c'est plus intelligent qu'on soit séparés. Toi, secrétaire à payer, toi, bureau payé, toi, tu sais, toi, tout. Alors, si ils étaient ensemble, ça fait une secrétaire, un loyer, etc. Puis en plus, on peut jaser de temps en temps. Mais souvent, les individus qui commencent à s'associer vivent ces problèmes-là. Première chose, c'est on fait quoi? Ben, on parle, on fait rien, c'est tout, on fait rien. Allons marcher. Oh, mais c'est niaiseux. Ben, non, l'humain a toujours besoin de raison. Alors, moi, par exemple, les gens aiment bien me rencontrer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de raison, puis subitement, ben là, je pars. Puis là, j'ai des idées. On va courir, ou ben non, on parle, ou ben non, on va. Fait que c'est correct. Mais on a une grosse discussion, là, puis là, je m'en vais. Puis là, ça se met à rire, ça attend que je revienne. Dans le groupe des chefs, ça s'améliore, parce que maintenant, quand je m'en vais, il y a une autre grande gueule qui prend la relève. Mais lui, s'il s'en va, là, des fois ça va, des fois ça va pas. Parce que les individus sont encore un peu trop collectifs. Mais il faut que les personnes en parlent, il faut que les personnes discutent ça. Parce que si vous pouvez vous réunir en petites cellules, c'est génial. Peut-être que c'est pas la bonne cellule, ça ne vous empêche pas de changer de cellule. Mais il faut parler avant de changer de cellule. Ce n'est pas une question de nourriture énergétique. Mais comme dans le cas de la personne ici, ce qu'il faut qu'elle fasse, il faut qu'elle chose avec les autres. Puis il faut qu'elle prenne son mal en patience aussi. Tu sais, je m'énergise. Non, mais c'est juste ça. Ça peut être juste suffisant aussi, là. Il faut être transparent à ce moment-là aussi. Il faut être capable d'en parler aux autres. Ben, tu as au moins des individus qui sont capables de dire de temps en temps que tu as peut-être un peu trop d'ego. Ça sert à ça de travailler avec d'autres. Sauf que normalement, la personne devient disciple et collective. L'intelligence va travailler pour qu'elle soit individuelle, puis l'ego va supporter l'individualisation souvent en voulant se retirer. Il faut être capable à ce moment-là de former un groupe. Sans former un groupe, parce qu'on forme un groupe, si on se relie à l'égrégore Tu formes un groupe, il n'y a pas une collectivité. C'est chaque individu est individuel. Ben, c'est par définition, effectivement. Non, mais en conscience. Chaque individu... Ils ont ri, je suis sûr qu'ils avaient compris ma question. C'est même pas une question. Commentaire. Mais oui. Effectivement, direct. Mais je ne sais pas si riait du commentaire. Oh, ça, c'est pas grave, ça. Est-ce qu'il faut conscientiser le fait que la volonté vient de s'exprimer ou cela se fait-il à notre insu? On n'a pas besoin de conscientiser le fait que la volonté vient de s'exprimer parce que ça fait encore partie du plaisir de l'ego de savoir qu'il contrôle parce qu'il sait les choses. Faciliter la vie. Si c'est inesthétique, vous allez arrêter la chose. De toute façon, on va revenir de temps en temps, mais pas une conférence particulière là-dessus. Mais on va revenir quand même de temps en temps sur la mécanique. Mais moi, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, vous allez subitement découvrir, la majorité, pas tous, que vous pouvez faire quelque chose sans effort alors que vous avez de la difficulté à le faire avant. Quelque chose d'intelligent. C'est de la volonté. Maintenant, à un moment donné, vous allez simplement être un être de volonté. Vous ne serez pas un être qui arrête à chaque fois pour dire « Ah, tiens, j'ai de la volonté, je le fais. » Vous allez être un être qui va le faire. Puis quelqu'un d'autre va dire à un moment donné « Hey, y a-tu de la volonté, celui-là? » Un autre va dire « As-tu vu comment il est niaiseux? » Bon. Et chacun va juger de sa façon, puis toi, ben, ça ne te dérangera pas. L'être nouveau ne recherche pas à savoir s'il est un être nouveau. C'est un peu comme le médecin qui, pendant qu'il opère, après 5 minutes, vérifie s'il est bien médecin. Il opère un peu, hop, j'ai bien ma carte. Elle n'est pas expirée encore. Ou encore le bonhomme qui est en train d'opérer, puis qui regarde sa salle d'opération en disant « Hey, je suis médecin. » Et il continue, puis il arrête encore. Il regarde les infirmières autour. Je suis médecin. Puis il continue. Ce ne sera pas longtemps. Non, mais l'ego veut vivre la conscience comme ça. Mais non. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben, rien de particulier. Ça veut dire quoi? Ah, je vais opérer 4 personnes. Et la personne qui n'est pas encore médecin, qui va être médecin. Ah oui, 4 personnes, puis la faute sa chaise. L'autre là-bas, ah oui, 4 personnes. 2 de trop. Il ne vit pas de la même façon. L'être nouveau, lui, ne sera pas dans un état où il est toujours en train de rechercher à savoir s'il est dans l'état. Tu sais, quand je dis souvent, les gens me demandent quand est-ce que je vais savoir que je suis correct? Je réponds toujours, tu ne sauras jamais. La personne est toute, je ne saurai jamais. Non, tu as toujours savoir quand tu ne seras pas correct, mais tu ne sauras jamais quand tu vas être correct. Pourquoi? Parce que ça va te servir à rien. D'où l'utilité, entre autres, de travailler en groupe. Mais travailler en groupe, c'est uniquement que, premièrement, au départ, ça te permet de créer des synergies. Donc, ça te donne des contacts expérientiels qui vont te permettre d'augmenter ton potentiel énergétique. Deuxièmement, ça va te permettre aussi de travailler avec des miroirs autour de toi qui vont faire en sorte que les individus sont de ton niveau. Comme je dis souvent, moi, si je fais confiance à 4 personnes, s'il y en a un qui me dit « Hey, c'est ton ego qui parle », il va dire « Non ». S'il y en a un autre qui me dit « Oui »,
Ah ben là, je commence à me poser des questions. Si le troisième, il me dit oui, je ne prends pas les trois comme des épais. Je pense que peut-être tu as vu de quoi que je n'ai pas vu. Parce que je me tiens avec du monde qui ont de l'allure. Donc, s'ils ont de l'allure, écoute-les un peu, c'est à 3 ans. Bon. Donc, ça sert à ça en deuxième. En troisième, ça va servir à créer un foyer d'attraction énergétique. Ça augmente la masse. Les PMC+, servent à ça, puis d'autres choses. Bon, ça attire plus d'énergie vers le contexte d'individu. Tu sais, Nazarien, quand il disait, quand il y aura 2 ou plus par les réunis, là, en mon nom, il parle de conscience supramentale, donc je serai par mieux. Ça l'aide énormément. C'est sûr qu'un jour, l'humain va être seul, il va en avoir de l'énergie, mais au départ, ça va accélérer l'attraction de l'énergie parce que ça augmente la masse. Bon. Il y a des petites raisons comme ça intéressantes d'être en groupe. Mais évidemment, il y a comme dire, ben, tu ne me diras pas, mais l'autre m'aurait dit, est-ce qu'il y a des dangers d'être en groupe? Oui. Ça dépend de quelle sorte de groupe. Évidemment. Ça dépend ce que tu es dans le groupe. Par là-dessus, je vous laisse. Bonne semaine.